Aujourd'hui, on voyage du Maroc pour aller en Asie du Sud-Est, au Cambodge. Et je vous invite aussi à voyager encore de l'autre côté de l'océan. Donc, on arrive directement au Pérou. Et donc, c'est vraiment un honneur de présenter une jeune chercheuse, une amie surtout, et Manuela Cangiari, qui travaille, comme vous le savez, dans le même pays. Et je travaille moi-même, donc le Pérou. Donc, j'ai vraiment envie de l'écouter avec plaisir, comme les deux autres intervenants. Emanuela est docteur en anthropologie sociale et culturelle, en ethnologie de l'HESS, et maintenant elle est en train de faire un postdoc au Quebralé, musée Quebralé. On s'arrête là. Ces recherches portent en fait sur la circulation, le trafic et l'appropriation des vestiges archéologiques au Pérou, et plus particulièrement dans le cadre de son postdoc qu'il est en train de faire, qu'il a commencé en fait ce mois-là d'octobre au Quebranli. Elle est en train d'analyser la création et la marchandisation des faux sur la côte nord du Pérou. Il faudrait en fait dire beaucoup plus, passer plus de temps à présenter Emmanuel. Mais quand je lui ai demandé de m'envoyer 2-3 lignes sur elle, eh ben, elle m'a envoyé 2-3 lignes. Elle m'a vraiment pris à la lettre. Donc, comme un bon ethnographe, doit faire, je reste fidèle à mes sources et je vous souhaite une très belle conférence et je te donne la parole. Voilà. Bonjour à tout le monde. Et donc, voilà, d'abord, je remercie énormément les professeurs Chadenou et Jérémy Ahmed pour l'invitation. Et bien sûr, merci à vous tous que vous êtes là aujourd'hui avec nous écouter encore dans cette journée intense et que j'ai partagé avec des collègues d'exception. Et bravo aussi à tous les étudiants qui nous supportent au niveau technique. Merci beaucoup. Alors, comme Jérémy Ahmed vient de vous dire, moi, en fait, j'ai terminé ma thèse en avril. En fait, je l'ai soutenue cette année. Et les titres de ma thèse, c'était la dialectique des restes, donc circulation, trafic et appropriation des vestiges archéologiques au Pérou. Donc, disons que je me suis spécialisée dans les rapports entre les communautés andines et les vestiges archéologiques, mais d'un point de vue particulier, et c'est-à-dire les pratiques considérées comme illicites et profanes. Donc, j'ai reconstruit les circuits illicites de l'art précolombien. Donc, du pillage des tombes aux collectionneurs, à la collection, à la vente, en passant justement par les faussaires et par d'autres pratiques considérées comme populaires. Alors, aujourd'hui, je vais présenter une partie de mes recherches. Je vais exploiter des données, en fait, que j'ai recueillies au Pérou dans différents terrains et qui sont en lien avec la thématique que vous êtes en train de discuter. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider dans la réflexion de cette thématique. Alors, aujourd'hui, les vestiges préhispaniques se trouvent au centre des négociations et des intérêts de plusieurs acteurs. Partie intégrante des espaces urbains ou sommets surplombant les communautés rurales, les Huacas donnent à voir la perméabilité entre les mondes des morts, donc préhispaniques, et celui des vivants. En tant que maison et siège des ancêtres mythiques et fondateurs des villages, elles représentent une ressource symbolique liée au processus de construction identitaire et des mémoires collectives au niveau local, régional et aussi national. La fonction des Huacas, donc des vestiges archéologiques, disons de manière générale, dans l'imaginaire contemporain, est constamment reformulée au travers de pratiques institutionnalisées qui sont mises en place dans des moments précis du calendrier, mais aussi des pratiques spontanées dans les gestes du quotidien des individus. Cette mise en perspective souligne l'importance des vestiges, non seulement au niveau symbolique, mais également en tant que ressources économiques et politiques. Donc, pierre ambiguë habitée par les diables, anthropomorphisée dans le corps d'une femme à la fois mère protectrice et dangereuse séductrice, les Huacas peuvent manger les hommes ou bien donner leurs trésors. Leur valeur est donc contextuelle et relationnelle, dépendant d'une série de normes qui sont partagées ou bien transgressées par la communauté. Mon exposé sera divisé en deux parties. Donc, la première retrace brièvement la trajectoire des Huacas dans l'histoire, donc les significations du mot pour une mise en contexte de ces concepts.
Et puis, dans la deuxième partie, en fait, je présenterai plutôt les données des terrains que j'ai recueillies dans 2 régions particulières du Pérou. Donc là, j'ai mis deux cartes qui sont ça. Voilà. Donc voilà, j'ai mis 2 cartes. C'est peut-être pas très clair. Donc moi, j'ai travaillé dans la région, à Lima, donc dans la Cordillère Blanche, ici, c'est la région d'Ancash, et la côte nord du Pérou, entre les villes de Trujillo et Chiclayo. Donc voilà, j'ai mis en place, je ne l'ai pas dit, une recherche multisituée, itinérante, justement dans le but de reconstruire les circuits du marché de l'art. Donc voilà, c'est ça. Donc les buts de cette intervention aujourd'hui est de montrer que les êtres humains ne sont pas les seuls à être doués des paroles, des mouvements, des genres ou d'intentionnalité, d'agency, ce qu'on appelle agency. Bon, les vestiges précolombiens peuvent l'être aussi. Donc ces monuments ou objets ont part à la vie sociale, économique et symbolique de la communauté. Ce peut être la raison pour laquelle, depuis l'invasion des Ibériques, ils furent l'objet de tant de diabolisation, d'attraction et d'intérêt différents. Alors, donc voilà, on parle de la première partie. Et voilà, ça c'est un exemple de huacas, donc des restes, des vestiges dans la Sierra d'Ancash. Donc au cours des dernières décennies, les demandes et revendications liées à la patrimonialisation des vestiges archéologiques comptent parmi les mouvements sociopolitiques les plus remarquables qui ont eu lieu en Amérique latine. Mais l'appropriation des huacas, donc les intérêts des différents acteurs autour des vestiges, n'est pas un enjeu propre au processus de protection et de mise en tourisme actuel. Au fil des siècles, les huacas, en tant que temples, ont recouvert une pluralité de fonctions sociales, religieuses et politiques. Voilà. Point de repère dans les territoires est légitimer la possession des terres et des ressources naturelles par une communauté vis-à-vis d'une autre, et plus largement des étrangers, ce qu'on appelle forasteros. Et pour étrangers, vraiment, il faut entendre aussi les voisins, celui de la communauté à côté. Le terme huaca indique de manière conventionnelle les endroits ou les entités considérées comme sacrées. La définition de Pierre Duviol, qui a été formulée en 1971, demeure une des plus partagées par les chercheurs. D'après lui, la huaca est tout ce qui est tenu pour sacré et qui, à juste titre, justifie un culte des choses naturelles ou artificielles, telles que les idoles, fétiches, montagnes, temples, sépulcres, objets extraordinaires. Mais les significations du mot huaca ont largement évolué au fil du temps. En particulier, les processus de christianisation ont contribué à réduire la signification du mot pour les remplacer par des traductions qui étaient efficaces, mais plutôt sommaires. Les mots huaca apparaissent d'abord dans la littérature en 1551, dans l'ouvrage Suma y Narración de los Incas, du chroniqueur Juan de Betanzos. Après, pour les références, je pourrais vous envoyer une petite bibliographie peut-être par mail. Donc, Juan de Betanzos, c'est un des premiers chroniqueurs du Pérou, et il emploie le terme huaca pour désigner 2 espaces considérés comme sacrés, un temple ou la résidence d'un personnage religieux important. Près d'un siècle après de cette publication, un autre chroniqueur, Fray Antonio de la Calancha, dans son ouvrage, décrit aussi plusieurs endroits naturels dotés d'un pouvoir surnaturel, où les indigènes réalisaient leurs rituels. D'autres auteurs, qui ont été repris par Serge Grudziński et Carmen Bernand, utilisent les mots huaca comme synonyme d'idole. Mais là aussi, on est face à une simplification du terme, qui a laissé d'un côté les aspects plus idéologiques, si vous voulez, symboliques, pour revenir à un aspect plus concret. Donc l'effort considérable réalisé par les envahisseurs pour saisir et traduire ces termes est révélateur de l'importance de ces endroits dans les cultes des populations amérindiennes. Mais l'intérêt des jésuites était loin d'être intellectuel. Pour extirper efficacement, il faut au préalable repérer l'ennemi. Ça, c'est une citation. De fait, la récolte d'informations de la part du clergé visait à bien cerner ces endroits
afin de les détruire et d'éradiquer les pratiques qui étaient liées. Vous savez, hein, la conquête, on dit souvent que la conquête de l'Amérique du Sud, ça s'est fait par l'épée et la croix en même temps. Donc il n'est pas rare en effet de trouver dans les chroniques des véritables listes d'objets susceptibles d'être huacas pour pouvoir les détruire. Donc en particulier, il y a une chronique de Albornoz, c'est un autre chroniqueur, qui englobe sous ces termes des objets et des lieux, ainsi que des phénomènes naturels, donc des oiseaux, des momies ancestrales, pierres, plantes hallucinogènes même. Finalement, comme le suggère Marco Curatola, c'est professeur à l'Università Católica de Lima, on peut avancer qu'avec le terme générique de huaca, les Andins faisaient référence à la force qui animait ce qui est communément inanimé. Et cette animation, disons, s'est manifestée d'abord à travers la faculté de parole, de la communication. Ce n'est pas un hasard si beaucoup de huacas étaient considérés des oracles. Voilà. Et un des plus célèbres huaca oracles est Pachacamac. Pachacamac, c'est un site archéologique qui se trouve à une demi-heure, à 1 heure de Lima, donc sur la côte, et qui était plutôt célèbre parce qu'il a été détruit par les Incas même, parce qu'il avait prévu une victoire des Incas contre les Espagnols, et puis c'est pas ça qui s'est passé, et donc on dit que c'est Atahualpa même qui a fait détruire l'idole, les sites archéologiques de Pachacamac. Voilà, ça c'est un peu pour l'histoire. Donc parmi les huacas qui ne sont pas considérés des oracles, donc, il y a aussi une certaine hiérarchie, donc il y en avait qui sont plus importants des autres. Dans la Sierra, donc ici on a quelques exemples, les pouvoirs des huacas est associé à l'altitude. Plus la montagne où se trouvent les ruines est élevée, grande et riche en ressources, plus elle sera vénérée. Dans la Sierra d'Ancash, les développements les plus significatifs ont eu lieu vers les 200 après Jésus-Christ, avec l'apparition de la culture appelée Recuay. Je vous montrerai quelques céramiques après. Les vestiges Recuay donc sont éparpillés au sommet des montagnes, comme vous voyez un petit peu dans la photo. Et ici, les montagnes sont appelées Jircas, c'est des Quechua de la région d'Ancash. Dans la région de Cusco, où travaille Jeremia Comete, par exemple, ça s'appelle plutôt Apu. C'est un autre dialecte du Quechua. Donc, en tout cas, c'est un mot qui signifie père. Et sont considérées donc les montagnes comme les ancêtres protecteurs du groupe. Les sommets des montagnes représentaient dans le passé un emplacement stratégique contre des possibles invasions ou guerres locales, bien sûr, mais de plus, la proximité avec les glaciers jouait également un rôle important en termes de religieux et d'appropriation des ressources hydriques, ce que disait Forestier tout à l'heure. Donc voilà, dans la région d'Ancash, la majeure partie des huacas ont l'aspect de petites maisons qui sont bien visibles de loin, c'est ça, et elles avaient une fonction précise. Elles rendraient possible l'extraction des corps des ancêtres ou des momies dans le but de les amener en procession lors des moments clés du calendrier. Voilà, c'est des tombes particulières qui s'appellent chulpas, toujours dans la langue quechua. Donc c'est toujours des huacas, mais qui ont ces noms spécifiques selon les archéologues. Et c'est une pratique qui, dans la région, a pris pied autour du 400 après Jésus-Christ. Donc voilà, il y a un changement du culte et donc des enterrements. Donc ces types de construction, des structures, permet non seulement une commémoration des ancêtres, mais une véritable revitalisation permanente. De plus, la forme et la taille de ces structures ont sûrement favorisé leur interprétation pour les communautés contemporaines en tant que maisons de défunts. On les appelle souvent les ciudades de los muertos, donc les villes des morts. Sur la côte du Pérou, donc pour changer un petit peu de territoire, l'autre terrain que j'ai réalisé, bien que l'imaginaire et l'iconographie soient dominés par la mer et ses phénomènes, alors ça c'est encore une chulpa, voilà. Donc voilà, bien que l'imaginaire soit dominé par la mer et ses phénomènes, nous retrouvons les mêmes rapports symboliques à la montagne. Ici, cette valeur lui est principalement attribuée par sa fonction d'approvisionnement en eau, soit un aspect particulièrement important dans une région désertique. L'eau permettant d'arroser et de cultiver les champs descend précisément par les montagnes.
Et de ce fait, beaucoup d'anciens centres religieux ont été construits, adossés au flanc des montagnes ou à proximité de celles-ci. Ça, c'est un exemple de ce qu'on appelle la Huaca, le site de Tucumán. C'est un site archéologique dans la région de Lambayeque, donc sur la côte nord du Pérou. Et c'est là qu'on trouve la Huaca, un complexe archéologique avec 26 huacas. Donc, ce que vous voyez ici, c'est l'effet de l'érosion du temps, en fait. Mais si on fouille, justement, on trouve des structures un petit peu comme celle-ci à la base, avec des frises, les appelle, hein. Voilà. Donc, les huacas de la côte nord sont constitués d'une série de structures superposées, ce qui leur donne l'apparence des pyramides à degrés. Donc, ça, c'est un autre exemple de huaca. Et voilà, ici, il y a une petite reconstruction de ce qu'était la huaca au temps de la civilisation mochica. Voilà, ça serait celle-ci en fait. Il y a 3 grandes pyramides. La première, la deuxième et la troisième. Alors, ici, vous voyez une reconstruction. Celle-ci a une fonction financière, administrative, et ici, funèbre en fait. Ici, ils ont retrouvé une quinzaine de tombes. Et comme vous voyez, c'est la partie du site qui a été la plus pillée. Si vous voyez des petits trous et tout ça, c'est des trous de fouilleurs clandestins en fait. Donc voilà, les huacas de la côte nord sont constitués d'une série de structures superposées, ce qui leur donne l'apparence de pyramides à degrés. Et l'accès à la huaca se faisait par une rampe, un chemin plus ou moins étroit, qui métamorphisait une élévation morale permettant de s'approcher du chef politico-religieux. Donc voilà, ça c'était la première partie, donc pour vous donner un petit peu un contexte dans lequel s'inscrit mon terrain ethnographique. Et donc j'ai réalisé des recherches justement sur les relations entre les huacas et les communautés, notamment du point de vue du fouilleur clandestin aussi, dans la figure du fouilleur clandestin. Et donc j'ai recueilli des données plutôt intéressantes. Donc la huaca, en fait, est souvent personnifiée dans une femme séduisante qui désire s'unir sexuellement aux hommes. Et la métaphore sexuelle et la question du genre marquent le travail des fouilles clandestines de la huaca. Les verbes, par exemple, escaver déjà, donc, ce qui se traduit en espagnol par cavar, par exemple, et véhicule un certain nombre d'allusions de cet ordre. Il y a même des chansons, en fait. Et puis, en fait, la huaca étant personnifiée dans les corps d'une femme est susceptible de prouver de la jalousie. Et donc, j'ai assisté à des discussions entre fouilleurs clandestins. Il y en avait certains qui disaient mais oui, on pourrait ramener Manuela pour lui montrer des ruines, et d'autres qui disaient mais non, mais c'est pas possible, c'est une femme, et pas seulement une femme, elle est gringa, donc européenne, donc ça aurait provoqué la colère de la Huaca, et donc il y avait ce genre de discussions. Et en tout cas, voilà, sont très nombreux les récits des hommes qui se font séduire par la huaca. Là, je n'ai quelques-uns. Donc, il y a un monsieur de la côte nord du Pérou qui me dit, le soir, en rentrant du travail, non, ça c'est sa femme qui parle, hein. Elle dit, le soir, en rentrant du travail, il était obligé de passer par la rue qui longe la huaca. Alors, c'est là qu'il la voyait. Il voyait tout le temps une femme avec une longue robe noire. On ne pouvait voir ni ses pieds ni son visage. Elle l'enamourait, elle voulait qu'il la suive, là dans les champs de canne à sucre. Elle était visiblement gênée en plus. Voilà. Voilà. Et puis, c'est les récits d'un autre monsieur, toujours de la côte nord. Donc, il disait, un soir, en rentrant du travail, j'ai vu une femme qui voulait m'amener dans les champs de canne à sucre. Donc, c'est dans les champs de canne à sucre qu'il se passe des choses, apparemment. Donc, alors, je l'ai suivie. Elle m'appelait, elle m'enchantait, elle m'amenait avec elle. Alors, je me suis approchée d'elle et me suis retrouvée avec des lingots d'or dans les mains. Mais les matins, quand je suis réveillée, ce n'était que des briques. Voilà, donc il y a souvent des histoires, elles sont très très nombreuses en fait. Donc, disons que si on approche la huaca avec les parcours rituels et l'état d'âme approprié, cette femme peut s'ouvrir et donner ses trésors. Dans les cas contraires, il peut amener les hommes avec elle, c'est-à-dire les faire disparaître ou même leur faire du mal. Le nombre de personnes en fait, qui ont perdu la vie pendant des excavations irrégulières reste plutôt élevé, ce qui vient alimenter les histoires des huacas cannibales. Hein.
Dans les Andes, ce sont les lourdes pierres qui ferment les tombes, comme vous avez vu, qui provoquent les principaux dangers. Mais sur la côte, en revanche, c'est la terre elle-même, qui est constituée de sable mou, qui peut recouvrir les hommes qui sont en train de fouiller. Donc, on dit dans ces cas que la huaca enferme les hommes ou mange les hommes. Donc, c'est vraiment un vocabulaire très fréquent. Donc, sur cette notion de cannibale, moi, je n'ai pas trop exploité, en tout cas, mais il y a des travaux de Laurence Charlier-Zinedine, j'espère d'avoir bien prononcé, qui a mené des recherches dans les Andes boliviennes. Donc, elle s'interroge sur la notion des prédations et pour éclairer justement les échanges qui unissent les humains aux forces du monde qui les entoure. Et dans cette approche, les huacas, donc les vestiges, sont appréhendés comme des cannibales ou des mangeurs d'âmes, et les membres des communautés paysannes sont considérés comme des hommes proies. C'est le titre de son livre, il me semble, L'homme proie. Donc, c'est des hommes qui sont obligés de mettre en place des stratégies afin de neutraliser cette prédation. Voilà, ça c'est un exemple de tombe toujours dans la côte nord. Alors, la huaca est également considérée comme les sièges d'une multiplicité de personnages mythiques et légendaires, tels que des animaux, des lutins ou des êtres hybrides qui peuvent concourir à la découverte des trésors. Suite à la christianisation, ces entités ont été assimilées au diable. Donc l'extirpation des idolâtries a contribué à réduire l'ambivalence de ces espaces et de ces entités au profit d'une image purement négative. Garcilaso de la Vega, c'est un des chroniqueurs les plus connus, définit justement la huaca comme les idoles, les objets et les lieux à travers lesquels le diable parle. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, dans les langages courants, il y a une expression, on dit « va à la huaca », donc « vete a la huaca », et c'est utilisé pour manifester agacement, équivaut à dire genre « va au diable »,« va à la huaca ». Voilà. Et donc, même dans ces cas, ça m'était arrivé, j'avais une femme qui était considérée comme, on l'appelait la folle, hein, la loquita, la folle, dans les villages de Sipan, où j'ai mené mes recherches. Et j'ai essayé de parler avec elle, mais elle était visiblement touchée par le fait que j'essaie d'établir un dialogue avec elle. Elle m'a demandé, mais tu viens d'où, toi? Et moi, je dis, je viens d'Italie. Et elle me dit, mais non, toi, tu viens de la huaca. Retourne à ta huaca. Donc voilà, c'est tout ce qui est perçu comme extérieur, disons, à la communauté ou au cours normal des choses auxquelles elle est habituée. C'est quelque chose qui renvoie à la huaca, à une forme de sorcellerie, disons. Donc voilà. Dans ces cas, dans les cas de fouilleurs clandestins, par exemple, si on est face à une excavation illicite favorable, riche, donc, qui permet aux pilleurs de tombes de s'enrichir, cela sera considéré par la communauté comme le fruit d'un pacte avec les diables. Et les huaqueros, c'est le mot qu'on utilise pour définir les pilleurs de tombes, huaqueros. Les huaqueros qui se sont enrichis grâce au trafic de pièces sont souvent décrits comme des pactados. Je ne sais pas si on peut traduire par pacter en français. En tout cas, il y a ces mots en espagnol. Donc. Dans ce sens, de même que les personnes, chaque huaca a une réputation. Certaines sont plus ou moins diaboliques que d'autres. Et la dangerosité de la huaca est proportionnelle à sa puissance et à sa richesse. Voilà, donc il y a certains monticules, par exemple, qui sont considérés comme méchants et d'autres qui sont plus gentils. Et donc voilà, disons que les monticules qui sont considérés comme les plus puissants, les plus méchants, ils sont censés vouloir plus de vie, c'est ça qu'on dit, avant de pouvoir donner leur trésor. Cette vision de la huaca, qui relève d'un domaine qu'on peut définir de manière générique symbolique, coexiste de manière non contradictoire avec une représentation plus matérialiste ou consumériste des vestiges. Pour s'en apercevoir, il suffit d'observer les échanges quotidiens, comme dans cette anecdote que j'avais notée dans mon carnet de terrain. Donc j'avais noté, un enfant de Sipan, âgé de 12 ans, voulait acheter d'une dinde à une vieille femme.
Il n'avait que 80 soles, c'était 25 euros environ, alors qu'elle voulait les vendre à au moins 100 soles, donc une trentaine d'euros. Et l'enfant et sa mère ont tenté à plusieurs reprises de baisser les prix en disant que les gens n'avaient pas d'argent. Jusqu'à que Lola, donc la vieille femme, conclut par cette phrase, mais il n'a qu'à aller à la Huaca et excaver. Voilà, mais c'était tout à fait... la Huaca est considérée vraiment comme une puits, une mine, un réservoir inépuisable dans lequel on peut se servir tout simplement en fouillant la terre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tensions quand il y a un projet archéologique qui s'installe et ferme les sites pour pouvoir mener des fouilles régulières. Il y a souvent des tensions avec la communauté locale. Donc, disons que de manière ironique, ces échanges sont révélateurs de la valeur attribuée aujourd'hui aux vestiges par certaines communautés. Par exemple, en faisant référence à un fouilleur clandestin très connu dans la région de Lambayeque, un monsieur de Sipan a avancé que la Huaca était son pain quotidien. Donc voilà, on a ce genre de langage. Donc dans un contexte de précarité financière, comme celui où j'ai mené mon travail de terrain, les pillages est un moyen de faire face au coût de la vie de tous les jours. Et le recours à la Huaca à des fins économiques n'est donc pas forcément vu des manières méprisantes en fait. Les habitants soutiennent enlever les trésors de la Huaca, je cite, comme une sage femme sort l'enfant du ventre d'une femme. Cette image très récurrente tout au long de mes recherches empiriques décrit un geste naturel qui rapproche la huaqueria, donc les pillages de tombes, d'autres activités comme l'agriculture, la chasse ou l'extraction minière. Ces activités sont considérées dans la Sierra d'Ancash comme traditionnelles. Elles partagent toutes entre elles les concepts de réciprocité, qui est défini comme un échange égalitaire des biens et des services entre deux parties. Ces concepts renvoient plutôt à une relation entre individus. Mais en vertu de cette personnification ou de agencivité des éléments naturels et des vestiges, la réciprocité peut être appliquée aussi à la relation entre l'homme et les territoires. Les rapports entre les communautés andines ou côtières aux villes des morts est soumise à des normes sociales véhiculées par la tradition orale. Elles définissent une sorte de pacte entre les membres de la communauté et les ancêtres mythiques censés vivre dans les vestiges, un pacte qui s'inscrit dans une longue tradition et qui évolue et se renouvelle continuellement. Un usage considéré comme incorrect de ces espaces pourrait alors conduire à la rupture d'un équilibre établi. Pour cela, il devient nécessaire de normaliser la relation en ruine et de l'inscrire au sein des pratiques et des codes reconnus par l'ensemble de la communauté. Donc, si on veut accéder aux vestiges et exploiter leurs richesses, il est indispensable de respecter certains rites et négocier la confiance des ancêtres. Les ancêtres, en fait, dans la région où j'ai travaillé, sont appelés abuelitos. C'est un diminutif de la forme quechua qui dérive de l'espagnol abuelo, grand-parent. Et ce qui est plutôt curieux, c'est que les abuelitos, donc les ancêtres, sont représentés comme des petits vieillards aux cheveux blancs, les plus souvent de sexe masculin et possédant différents traits de caractère. Ils peuvent être jaloux, malins, gentils, protecteurs, mais aussi joueurs et farceurs. Ils peuvent faire des blagues, des plaisanteries aux hommes. Et là aussi, la figure de la femme, de la grand-mère est moins présente dans l'imaginaire, mais elle est toujours considérée comme plus gentille que les hommes. Donc, par exemple, les pilleurs de tombes, quand ils s'approchent des vestiges dans leur oraison, ils disent il faut plutôt s'adresser à l'ancêtre femme, parce qu'elle est plus gentille quand même. Voilà. Donc, et ces ancêtres, ils peuvent s'incarner et se manifester de manières différentes. Par exemple, sous la forme d'éléments naturels, c'est souvent les souffles, ou d'animaux. Ce que j'ai retrouvé moi, c'était plutôt les pumas ou les cerfs, et aussi d'êtres humains. J'ai recueilli de nombreux récits de vaqueros, par exemple, qui vont chercher des trésors, et souvent ils partent en même temps avec un fusil pour aller chasser. Et il y a beaucoup d'histoires selon lesquelles
Ils sont partis par exemple pour chasser, donc il dit j'étais en train de chasser, je veux un cerf, j'ai tiré sur lui, j'étais sûre de l'avoir pris, mais il échappait, donc je l'ai suivi et je suis tombée sur un site archéologique, et c'était un site archéologique après le projet archéologique dont je faisais partie a pu fuyer l'année d'après. C'était un site magnifique. Donc voilà, il y a toutes ces histoires de découvertes qui sont liées à l'incarnation des ancêtres, soit dans des animaux, soit dans des céramiques. C'est un peu les mêmes concepts, quoi. Donc là, j'ai une histoire qui était racontée par un des fouilleurs clandestins et qui a participé à l'enquête. Donc il dit qu'il était en train de fouiller une tombe et il dit qu'il avait un troupeau de cerfs l'ont surpris. Et il a dit il ne passe jamais si près les cerfs. Donc je me suis dit que je devais en profiter. Donc j'ai tiré. Et en fait, quand j'ai couru, je me retrouve avec un cerf par terre. Il me dit ça, c'était la Wilito, c'était l'ancêtre. Il s'était transformé en cerf. C'était comme un avertissement pour me dire que je ne devais plus fouiller la terre, en fait, les tombes. Et alors, il s'est donné à moi comme un cerf. Donc, c'était un avertissement de l'ancêtre pour lui dire que c'était dangereux ou qu'il ne voulait pas qu'on fouille, mais il s'est donné, dans ces cas, ces jours-là, sur la forme d'animal. Donc voilà, c'était pour dire justement que les céramiques qui sont enterrées dans les tombes sont considérées comme des fruits de la terre. Voilà, ça il y a quelques exemples de céramiques comme ça, juste parce que souvent on me demande en fait, on me reproche de ne pas montrer, de parler de céramique et de ne pas les voir. Donc ça c'est des céramiques de la civilisation qui s'est développée dans la Sierra d'Ancash. Voilà, elles sont très belles, très recherchées dans les marchés noirs, malheureusement. Et ça, c'est des céramiques mochica, donc de la côte nord du Pérou. Ils sont très célèbres pour ce qu'on appelle huaco. Huaco, c'est des céramiques portraits, avec tous les différents types d'expressions, la rage, la joie, voilà. Alors, donc, pour revenir au concept dont on parlait, disons que les fouilleurs clandestins, pour pouvoir négocier des trésors dans les vestiges, ils mobilisent une série de prières, des formules, et laissent une offrande de vestiges. C'est une offrande qui est constituée des feuilles de coca, de tabac, alcool et quelque chose de sucré. De plus, ils se montrent pauvres et privés des convoitises. Donc ils vont souvent, c'est la règle, en fait il faut aller en exploration, comme ils disent, avec quelque chose de cassé. Et voilà. Et puis si on donne une offre, il faut toujours exagérer l'offrande pour montrer qu'on est pauvre et voilà, et qu'on est privé des convoitises. Toute cette négociation en fait rituelle des objets archéologiques et les dispositifs symboliques qui sont mobilisés sont nécessaires pour que le huaco, pour les céramiques, soit conçu comme un don de l'ancêtre à un élu, ce qui éloigne toute accusation des profanations ou des vols vis-à-vis de la communauté. Voilà, ça c'est encore quelques photos. Puis ça c'est les rituels depuis clandestin avec les éléments que je viens de nommer. Et donc voilà, de fait, avance Valérie Robin Azevedo, les trésors ne peuvent pas être volés. Dans les cas des paysans de la communauté, l'acquisition de ces biens ne peut que se faire que par un don des ancêtres, ce qui la rend parfaitement légitime. Voilà, donc un peu pour terminer cette partie, je vais porter l'exemple des deux fouilleurs clandestins que j'ai rencontrés dans la Sierra d'Ancash, que j'ai appelé José et Blanco, qui sont perçus respectivement par leur communauté comme un professionnel et un destructeur. Donc voilà, j'ai mis là. José est le chef d'un groupe de fouilleurs clandestins et malgré son jeune âge, parce que quand je l'ai rencontré, il avait à peu près 30 ans, il possède davantage d'expérience et beaucoup d'intuition. Des études d'ingénieur inachevées dans la région littorale ont constitué une sorte d'apprentissage pour lui. Donc c'est lui que j'ai pour la première fois entendu utiliser une expression que j'allais entendre par la suite dans d'autres contextes. Il disait « nous sommes des archéologues empiriques » et c'est les archéologues qui sont des pilleurs avec la permission de l'État. Donc ça c'est un discours qui mobilise. Et des faits, il
il a une grande expérience du territoire qui revendique et qui lui confère un avantage vis-à-vis des autres fouilleurs clandestins, parce que c'est vrai que souvent il a commencé à collaborer avec des archéologues qui reconnaissent de quelque manière son savoir-faire, et donc ils sont arrivés aussi à récupérer des céramiques qu'il avait trouvées. Donc José se voit promu au niveau de sa communauté comme un savant local, comme un huaquero professionnel, on appelle, grâce à ses connaissances, mais aussi à sa maîtrise du rituel pour rejoindre les ruines et négocier les trésors avec les ancêtres. De plus, il est reconnu dans sa communauté pour sa volonté de créer une maison musée. Donc ça, c'est très important, en fait. C'est pas autant les pillages et la destruction des vestiges qui est méprisée dans les communautés que j'ai visitées, mais c'est la marchandisation des pièces qui est vue de manière plus méprisante. Donc voilà, autant... et voilà, on est dans un double niveau, hein, symbolique et stratégique, si vous voulez, parce que, par exemple, il mobilise, c'est vrai qu'il s'inscrit dans la tradition orale, donc il met en place un rituel et s'approche des ruines avec des normes qui sont partagées par la communauté, mais en plus, il soutient garder les céramiques chez lui. Mais après, s'il y a une bonne occasion de vente, bien sûr, la céramique sera vendue. Donc, voilà. Mais c'est juste parce que pour gagner une sorte de statut de savant local vis-à-vis de la communauté, qu'il commence à constituer un petit musée local. Même si, bien évidemment, les céramiques sont complètement décontextualisées. Et donc, on sait bien qu'une céramique sortie de son contexte, ne nous dit pas grand-chose. Donc voilà, et en tout cas, je vais vous parler de ça pour vous montrer un peu la différence d'approche aux vestiges. Lui, c'est lui-même, dans sa chambre, qui a dessiné un cerf et un puma, ça dont je vous parlais tout à l'heure, et qu'il a caché ces céramiques. Voilà, la majeure partie sont un peu cassées dans ces petites armoires dans les murs. Donc c'est dans un espace privé de sa maison. Et pour vous montrer qu'est-ce que ça signifie pour lui quand même, garder ces objets. Et puis, l'exemple opposé, c'est celui de Blanco, un professeur de technologie au collège, qui se targue de sa réputation de terrible destructeur. Il est connu en effet pour sa soif d'argent, donc ils disent, lui, il va voir les vestiges juste pour les détruire, pour les vendre et s'enrichir. Et la communauté ne lui reconnaît pas en fait un intérêt pour l'archéologie. Certains murmurent même qu'il allait piller quand sa femme le mettait à la porte, donc c'est quelque chose de plutôt méprisant. Et une ronde de paysannes, parce qu'il y a des rondes de paysannes qui se mettent en place pour arrêter la destruction des vestiges dans ces cas, et l'ont plusieurs fois arrêté, menacé, et lui empêché de rejoindre les vestiges. Bruno, Blanco, il a deux noms, là je l'appelais Blanco, il a un discours très affiché, comme quoi la vaqueria, donc les pillages, pour lui c'est un divertissement qui est comparable à la chasse et qui est pour lui un véritable vice. Il dit plus je découvre, plus j'ai envie de les faire. Et ici, en fait, vous voyez, je mets quelques photos de céramique que j'ai prises chez lui. Bon, vous voyez, c'était un peu improvisé, j'essayais quand même de documenter un petit peu comme je pouvais la taille de ces objets. Et ils sont gardés sur des étagères chez lui, parfois à côté des têtes de cerf. Donc pour lui, c'est comme un trophée, la tête d'un cerf, et puis à côté les warcos qu'il a réussi à enlever du site archéologique. Et aussi, vous voyez ici, c'est du scotch en fait. Alors que d'autres fouilleurs clandestins, ils ont des techniques toujours amateurs et rudimentaires, mais un peu plus recherchées. Alors voilà, c'est juste pour vous démontrer un peu la différence d'approche. Et donc voilà, je pense qu'il faut conclure. Et disons que ce qu'il faut retenir ici, c'est deux constats qui sont liés entre eux. D'abord, l'ontologie des communautés andines privilégie une perspective relationnelle, c'est-à-dire que les lieux, les vestiges et les objets archéologiques ont un statut ambivalent qui dépend des individus et de la relation qu'on établit avec eux. Et ensuite, les objets matériels donc, sont susceptibles d'être des agents actifs car ils peuvent transformer et influencer la vie des hommes.
Ils ont donc une intentionnalité qui est peut-être encore à fouiller donc et à explorer. Voilà. Je termine parce que... Avant de laisser la parole à Jérémia qui va animer Très bien. les questions, moi je voulais vous remercier très sincèrement. Là, je suis épaté. Un monde s'ouvre et qui me parle beaucoup, alors que moi je suis sur le sud-est asiatique, donc il faudrait que vous reveniez parce que franchement, vous avez ouvert énormément de pistes qui me titillent. Je vais venir où? Au sud-est asiatique ou les deux? Tout ce que vous avez évoqué est extrêmement motivant avec le comparatisme. Donc, je voudrais que. Bien, ça me fait plaisir. Moi, je laisse la parole à mon collègue. Non, j'aimerais bien remercier cette fascinante présentation de Manuela. Quelqu'un d'entre vous a déjà écouté mes cours sur l'Iquero notamment et de la région andine où je travaille dans la région de Cusco. C'est très important, je trouve, ce qui Emmanuela a justement souligné, c'est le concept de réciprocité. Donc ça m'a beaucoup parlé, en quechua on dit aussi aini. Donc qu'en fait on fait une cérémonie, c'est pas qu'on va juste à voler en guillemets quelque chose, mais on fait une cérémonie, on donne une offrande. Donc pour justifier tout le temps cette relation réciproque qui n'existe pas que sur un plan, on va dire, horizontal entre les êtres humains, mais que s'établit avec des autres entités non humaines, notamment les divinités comme les apus qu'il avait montré, la Pachamama, mais aussi des autres types d'animaux. Et c'est très intéressant de retrouver pour moi, ça me parle beaucoup de retrouver cette réciprocité aussi vis-à-vis de ces fouilles aussi, de ces wakeros. J'ai trouvé intéressant sur le passage, on a parlé avec certains d'entre vous de Ingold dans ces jours, qu'il est venu ici la semaine passée, cette idée du cerf, l'animal qui se donne à l'homme, on le retrouve aussi dans The Perception of Environment, l'introduction de Tim Ingold, pour montrer aussi la relation qu'ils ont les Samis du nord de l'Europe justement vis-à-vis des animaux, donc ça m'a parlé aussi, très intéressant de faire la comparaison. Bon, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais bien aussi que vous avez la possibilité de poser des questions. Juste avant d'ouvrir vos questions, je renvoie sur ce que tu viens de dire. La réciprocité que tu évoques est, en Asie du Sud-Est, mon collègue va confirmer, fondamentale, vers les entités non humaines, vers la surnature, qui font partie de leur monde, qui ne sont pas séparés. C'est en permanence aussi. Il n'y a jamais, on prend, et c'est toujours. Et d'autre part, la figure du cerf, alors en Asie, alors surtout chez les Malais particulièrement, mais aussi chez les Thaïs, la figure du cerf est fondamentale, elle renvoie à la royauté systématique. Là, je renvoie maintenant aux travaux de Denis Lombard sur l'histoire de tout le monde malais. Il le montre très bien dans les archives, et il a fait ça de manière... donc la figure, je ne sais pas si elle est liée à éventuellement des dynasties ou des statuts sociaux, des strates, mais en tout cas, nous, oui. Et voilà, c'est intéressant. Et voilà. Non, justement, c'est intéressant de fait la phrase qui est évoquée justement. Nous, on est plus justifié de fait de fouiller parce qu'on est plus réciproque que les archéologues professionnels qui arrivent de l'État, qui peut-être, ils n'ont pas la même relation de réciprocité. C'est intéressant de voir que c'est plus légitime pour eux de fouiller au niveau réciproque plutôt que les archéologues professionnels qui viennent avec l'État. Je trouvais vraiment intéressant. C'était pas juste une critique faite comme ça pour se justifier, mais c'est très intéressant pour comprendre la relation. Oui, c'est ça. Ah bon? Ça, c'est un cerf. Ah ouais. Après, je suis plein. En fait, il y a une question par rapport à comment on devient en fait fouilleur de tombe légal. C'est-à-dire, est-ce qu'on apprend seul en autodidacte, est-ce qu'on apprend en groupe? Et si c'est en groupe, comment ça se passe? La transmission, est-ce qu'on apprend jeune, est-ce qu'on apprend tard, est-ce qu'il y a des différents? Oui. C'est un peu sociabilité au moment et apprentissage au moment de... Ok.
Ah oui, c'est intéressant, c'est ce qui m'a interpellée tout au début de mes recherches. J'ai participé à un projet de l'Université de Bologne, un projet archéologique et anthropologique. J'étudiais de l'anthropologie et bizarrement, j'étais acceptée dans les groupes des archéologues. Bon, parce que j'avais quand même dans mon CV, j'avais fait des cours d'archéologie du paysage, voilà, j'avais une formation. Et c'est dans cette occasion, avec les archéologues, on faisait des prospections. Il y avait des guides locaux qui nous accompagnaient en ruine, justement parce que vous imaginez, les espaces des Andes, c'était immense. Donc, ils nous guidaient, en fait. Et j'ai découvert qu'ils connaissaient si bien les schémas et les ruines parce qu'ils les avaient découverts en premier. Donc c'était des fouilleurs clandestins. Et ce qui m'avait quand même, j'étais au début de mes études, ce qui m'avait attiré, interpellé, c'était justement les côtés symboliques, rituels. Moi, dans ma tête, je me disais, ils vont aux vestiges, ils cassent et puis ils vendent. Et en fait, il y avait des paradoxes. Pour moi, c'était que souvent, ils vendaient pas, ils les gardaient chez eux. Et puis, c'était un petit peu ces discours revendicateurs, justement, qui, d'après moi, il y avait quand même quelque chose d'intéressant à examiner, d'autant plus aujourd'hui que les revendications des vestiges, c'est quelque chose, un enjeu très important dans les mouvements identitaires actuels. Et donc, j'ai fait un travail sur la figure du fouilleur clandestin. C'est très hétérogène. Disons qu'au niveau d'âge même, ça peut partir des 30 ans, mais même des 15 ans jusqu'à 60 ans. C'est jamais une première source de revenus. Ils ont toujours un travail principal, mais qui peut être saisonnier. Voilà, donc ils peuvent travailler quelques mois par mois. Les conditions de travail sont quand même pas terribles souvent. Et donc, d'un côté, il y a ces recours au pillage comme source de revenus complémentaires, mais il y a aussi tout un discours qui relève d'une construction du savoir. Donc voilà, nous, mais on n'a pas pu même faire des études, mais on est des archéologues empiriques. Donc voilà, une volonté de reconstituer un petit peu les passés de sa propre communauté et de construire effectivement un musée local dans le but de faire venir des touristes, par exemple. Une fois, j'avais interrogé les maires d'un village. Je me dis, mais est-ce qu'il y a des amateurs des ruines, pour pas dire exactement des pilleurs de tombes? Il me dit, mais vous parlez des pilleurs de tombes? Je dis, ah non, malheureusement, on n'en a pas ici. Malheureusement, il m'a dit, parce que moi j'aimerais bien quelqu'un qui puisse construire un musée local. Voilà, donc c'est une figure qui au niveau local est plutôt ambivalente. Il est vraiment considéré parfois comme un savant local. Et au niveau de l'apprentissage, c'est une transmission souvent de père en fils, donc sûrement de quelqu'un qui a plus d'expérience vers quelqu'un qui est plus jeune, qui est un peu son élu et donc il commence à le ramener avec lui en exploration. Et j'ai remarqué qu'il y a donc deux types d'apprentissage. Un sur place avec une personne plus formée, plus expérimentée, et l'autre c'est souvent lié aux migrations par exemple. Il y a tous les gens, la plupart des fouilleurs clandestins que j'ai rencontrés dans la Sierra avaient migré sur la côte. Et c'est là qu'en fait, ils avaient commencé à découvrir des techniques où ils avaient travaillé dans des mines, par exemple. Et donc, ils avaient appris des choses par rapport à la formation de la terre, en manière de défouiller, tout ça. Et puis, il y a d'autres chercheurs qui ont mené des recherches sur les fouilleurs clandestins au Mali, je sais plus où, en Asie, voilà. Et il y a plusieurs tentatives de faire des catégories, même si, voilà, toute grille d'interprétation et parfois elle n'est pas pertinente, et donc moi aussi dans ma thèse j'ai un peu divisé entre les amateurs, ceux qui vont fouiller avec la caméra, qui ont aucune conscience de ce qu'ils sont en train de faire, voilà. Puis il y a ceux qui sont considérés par la communauté même comme des destructeurs, donc c'est le cas de Blanco que j'ai montré dans les photos. Et puis il y en a d'autres qui sont considérés comme professionnels, voilà, et qui souvent sont ceux qui sont interpellés aussi par les archéologues, effectivement, qui sont intégrés souvent dans des projets archéologiques en tant qu'ouvriers. D'un côté, pour leur donner un salaire plus ou moins fixe, et de l'autre, pour profiter, effectivement, de certaines connaissances. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais... Ben oui. Un peu trop loin, un peu trop. Pardon. Non, c'était très complet. Geoffrey, on est en ethnoarchéologie. Est-ce que ces lieux, aujourd'hui, peuvent servir pour les populations autochtones de revendication auprès des autorités péruviennes, comme par exemple les terres ancêtres pour les Mapuches? Oui,
c'est pas vraiment les mêmes discours, mais il y a toute une partie des études postcoloniaux notamment qui se demandent mais qui est le pilleur, qui est le pillé, parce que effectivement dans certaines communautés dans la Sierra comme sur la côte, la plupart des projets étaient menés par des archéologues étrangers, donc l'Amérique du Nord, italiens, français, et les objets étaient souvent, il n'y avait pas de communication avec la communauté locale, les objets étaient prélevés et ramenés ailleurs. Mais en fait, on est face à deux visions différentes. Les archéologues pensaient sur le long terme, et souvent au Pérou, il n'y a pas les laboratoires et les techniques pour pouvoir restaurer de manière digne les objets. Et donc, ils sont partis, ils partent souvent à l'étranger. Et donc, il y a quand même, pour les communautés locales, une sorte de vide, parce qu'ils ont une vision plus au court terme. Il y a une découverte, et ils sont habitués, quand il y a une découverte, tout le monde s'élance sur les sites, et tout le monde choisit, récupère quelque chose et les vend au marché noir, aux touristes des passages. Donc c'est vraiment deux visions complètement différentes des vestiges. Comme je vous disais, pour les communautés locales, c'est une espèce de mine à ciel ouvert. Et pour les archéologues, bien évidemment, il s'agit d'un travail de longue date. Voilà. Donc c'est deux visions qui s'affrontent. Et il faut essayer de trouver un compromis. Mais dans ce sens, il y a beaucoup de revendications des communautés locales, du moins pour demander une participation plus active de la communauté, qui souvent habitent même sur les sites archéologiques et sont délocalisés, ils construisent leur maison ailleurs, donc, et sans être consultés. Donc ils demandent quand même une participation plus active et souvent une cogestion. Donc il y a des projets où les communautés locales veulent vraiment avoir beaucoup de pouvoir décisionnel sur le développement du projet. Voilà. Hélène, étudiant en master en ethnologie, et je me posais une question sur la façon dont les populations locales peuvent se représenter le fait que certaines personnes creusent, par exemple la montagne, qui est considérée comme une entité, une divinité, le fait de creuser dans la chair, dans la roche de cette divinité, comment ça pouvait être perçu si vous avez pu recueillir Donc pas dans les vestiges, mais la montagne, ou le... Quand vous avez évoqué le fait que les populations locales passaient à côté de la montagne qui pouvait être vue comme une femme, si j'ai bien compris. Oui. Est-ce que cette montagne pouvait été creusée? Oui. En fait, oui, c'est vrai que peut-être c'était pas très clair en passage parce que justement, on pense, nous, par nos catégories, et souvent, quand je parle de montagne, c'est la Huaca, ça peut être aussi la montagne, ça peut être les vestiges, donc c'est plus complexe. Et justement, il y a des normes qui sont partagées par la communauté et qui gèrent cette relation aux montagnes, donc notamment les montagnes les plus puissantes, où il y a des glaciers, par exemple, et les vestiges, qui se trouvent souvent au sommet de ces montagnes. Et donc, je disais, il y a des rondes paysannes, souvent, qui se montent, qui sont de manière spontanée, donc par les bas, pour défendre les vestiges qui se trouvent dans les montagnes. Mais ça, ce que j'ai remarqué, ce qui m'a étonné, qui m'a poussé aussi à explorer un peu plus ces sujets, c'est que c'est pas pour tout le monde, pour tous les fouilleurs clandestins. C'est juste pour certains qui sont considérés destructeurs et qui sont censés, supposés vendre les céramiques. Parce qu'il y en a d'autres qui sont laissés passer tranquillement aux vestiges. Il y a des fouilleurs clandestins qui ont construit un rapport de confiance, qui se présentent comme des savants et qui arrivent à avoir accès quand même à la montagne, aux vestiges. J'ai répondu. Ouais. Moi, j'avais juste un commentaire, si je peux me permettre. Il y a, chez ces clandestins, il y a quand même quelque chose de... À mon sens, il y a deux points très symboliques. En fait, c'est le passage finalement de l'objet ramassé, enfin découvert entre guillemets, et puis mis au rang de relique, caché,
Donc ça, c'est déjà un pas vers quelque part la conservation. Et là, je dirais, ils ont fait un pas dans la rédemption. Là, ils sont un peu excusés, on va dire. Et la deuxième, Ouais. et je trouve ça émouvant, le deuxième geste symbolique, c'est la restauration, Oui. le bol. Et ça, là, c'est le deuxième pas vers la rédemption aussi. Donc on pourra peut-être à moitié les pardonner un jour. Il y a deux gestes symboliques chez eux, c'est que c'est pas les clandestinos qui vont tout massacrer, mais il y a cette conscience de l'objet. En fait, on passe de la chose mercantile à l'objet par la symbolique. Oui, Très voilà. certainement. Voilà. Oui, et c'est ça justement qui est intéressant. Que, Ouais, désolé. on est dans Souvent, un- on pense par catégorie, donc objet muséal et objet, objet d'art, marchandise. Et en fait, c'est des catégories qui se superposent, qui sont pas. C'est un statut fluide des objets en fait. Moi, j'ai une question Ouais. et une remarque. Alors, je vais faire court à cher collègue. La remarque, c'est une remarque positive parce que c'est pas la première fois quand M. Cometti nous avait fait plusieurs conférences déjà, il avait évoqué déjà un peu ça chez les Caros. Et là, vous reprenez ça sur une échelle plus ancienne, ces endroits sacrés, sacralisés, qui portent de la force, de la surnature, du mana, de tout ce qu'on voit, des âmes, des entités non humaines avec intentionnalité. La magie aussi, probablement de la force maléfique ou bénéfique, et du cannibalisme, de la dangerosité. Eh bien, on retrouve ceci dans le monde malais, aussi en Thaïlande, au Cambodge, au Laos ou d'autres mots. Mais je le résume là sur la forme malaise, donc ce qu'on appelle les endroits karamat, sacrés. C'est vivant, c'est la même chose, c'est très très semblable. Donc il y a aussi autre chose qui me titille immédiatement, c'est le cannibalisme, donc ce que vous appelez, enfin c'est pas une forme guémée, mais en réalité il existe sous cette forme en Asie du Sud-Est autant qu'au Vietnam sous la forme des contines ou les fantômes, et les contines ce seraient des fées, des ogresses, si vous voulez, des dames blanches, ce serait plus juste, qu'on retrouve sous le nom Pi ou d'autres termes au Laos et en Thaïlande, au Cambodge aussi, les nerfs, et puis chez les Diaoui et les Malais, les Paris, les fées, sont en fait plus souvent des jeunes femmes, peut-être des enfants qui n'ont pas atteint la puberté, en tout cas n'ont pas connu, pour les jeunes femmes, l'amour physique, et donc sont affamées. Alors elles sont mortes, meurtre, maladie, etc. Et elles sont en demande d'amour. Et donc elles vont être des ogresses, et elles se réfugient dans les gros arbres sacrés, qui sont kramat, qui sont waka, enfin l'équivalent. Et lorsque les hommes passent, elles peuvent les attraper, on dit qu'elles les mangent. Ah, voilà. Alors, vous voyez, je trouve que c'est très intéressant. La pour le comparaison. comparatif, moi, votre exposé m'ouvre des tas de questions et de pistes de recherche. Et ma question, alors, elle est plus pragmatique, elle est un peu naïve. Vous avez évoqué la dangerosité encore, non seulement pour les... D'ailleurs, c'est parce qu'ils meurent, ces Wakaros, qui sont... les pierres tombent, les terrains glissent, les maladies, je sais pas, les catastrophes. Alors, quid des malédictions, la malédiction des fouilleurs de tombes chez les pharaons? Ah ouais. L'équivalent, est-ce que ça existe dans vos fouilleurs Oui. de tombes? Ouais, alors moi c'est vrai que dans ma thèse, je parle de deux types de malédictions de Wakeros. Donc, ça, c'est la malédiction la plus connue, célèbre, c'est celle, la malédiction des pharaons, si vous voulez. Donc, si on ouvre une tombe sans respecter un rituel, de certaines démarches, voilà, on va rattraper des maladies, la mort, pour les pilleurs et pour tout son entourage. Et j'ai travaillé dans ces cas sur la découverte de Seigneur de Sipan, ça s'appelle dans les villages de Sipan, Huacarajada, au Pérou, qui est appelé le Toutankhamon d'Amérique latine. Pour toute une série de caractéristiques techniques, si vous voulez, de la découverte, mais aussi pour cette histoire de la malédiction. Parce que les fouilleurs clandestins qui a découvert le site est décédé, par ailleurs, dans une opération policière qui visait à récupérer des pièces. Mais après, il y a eu d'autres décès
autour de la famille et d'autres gens du village. Donc il y a tout cet imaginaire qui a ressurgi et voilà, qui par moment m'a touchée aussi, parce qu'à un moment donné, j'ai fait des recherches là-bas et je commençais à me poser des questions. En fait, je me dis, mais peut-être je vais changer de terrain. Et voilà. Et puis en fait, il y a une autre malédiction en fait des fouilleurs clandestins et qui est moins célèbre en fait. Et que je retrouvais dans les interactions dans les terrains, en fait, aucun fouilleur clandestin s'enrichit avec l'argent de la Waka. Donc, on dit que l'argent de la Waka, c'est un argent évanescent qui part et qui ne permet pas de s'enrichir. Au contraire, ça n'amène que des problèmes. Et c'est vrai, il n'y a aucun fouilleur clandestin que j'ai rencontré ou en parlant avec des archéologues, par exemple, qui a une histoire de succès. On peut dire. Ni les fouilleurs clandestins, ni les chercheurs scientifiques. Ah, peut-être, mais ça on le sait, on savait de départ. Ça on savait depuis le début en fait. Voilà. Mais donc il y a, voilà, c'est ça. Mais c'est intéressant cette histoire de la malédiction. Y a-t-il d'autres questions? Non. Alors, sinon, on va lever la séance et nous allons clore la troisième séance de ce séminaire par le rituel habituel issu de grande école. Et on va boire le verre de l'amitié, de la camaraderie, c'est bien. Pour poursuivre les discussions avec les conférenciers lorsqu'ils sont libres pour le faire. Voilà. Il va venir une petite heure. Oui, moi une petite heure. Vous pouvez poser des questions, nous allons faire ça. Et alors normalement, on reçoit les conférenciers à dîner, évidemment, mais ce sera pour la prochaine fois. Autant pour Monsieur Forestier. Merci à tous pour l'accueil et pour la discussion. Bravo. Merci.